Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans ce voyage nocturne. Installez-vous confortablement, laissez vos paupières s'alourdir doucement et préparez-vous à explorer une vie qui a façonné notre monde moderne. Ce soir, nous partons à la rencontre d'un homme dont le nom seul évoque passion et débat. Un penseur qui voulait comprendre pourquoi certains travaillent jusqu'à l'épuisement, tandis que d'autres accumulent des fortunes sans effort. Son nom résonne encore aujourd'hui dans les manifestations, les universités et même les conseils d'administration. Karl Marx. Avant de commencer notre récit, une petite requête. Si ces explorations nocturnes vous accompagnent vers le sommeil, prenez un instant pour laisser un pouce en l'air et vous abonner. Cela permet à d'autres esprits curieux de découvrir ces histoires. Et nous sommes toujours avides de vos réflexions. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Marx et quelle figure historique vous aimeriez que nous explorions lors de notre prochain voyage. Marx. Le simple nom déclenche tant de réactions. Pour certains, c'est le prophète d'un monde meilleur. Pour d'autres, l'architecte de cauchemars totalitaires. Mais qui était vraiment cet homme derrière la barbe légendaire? Au fond, Marx posait une question très simple. Pourquoi le travail, cette chose qui devrait nous épanouir, nous brise-t-il si souvent? Pourquoi ceux qui bâtissent les maisons n'ont pas de toit? Pourquoi ceux qui cousent les vêtements grelottent dans le froid? Ce soir, nous ne sommes pas ici pour les drapeaux rouges ni les polémiques politiques. Nous sommes simplement ici pour comprendre. Pour suivre le parcours d'un homme qui a consacré sa vie à décortiquer les rouages de notre système économique, qui a connu l'exil, la pauvreté, la perte, mais qui n'a jamais cessé d'écrire, de penser, d'espérer. Alors, pendant que la nuit s'installe et que le monde autour de vous s'apaise, laissez-moi vous raconter l'histoire de Karl Marx, l'homme qui a changé le monde à jamais. Début Jahresö. Première partie, les racines d'un révolutionnaire. Dövihaups. Chapitre 1. Trier, 1818. Une enfance entre deux mondes. Notre histoire commence au bord de la Moselle, dans une ville où les pierres romaines affleurent encore sous les pavés. Trier, 1818. Les vignobles s'étendent en terrasses vertes, le fleuve coule paisiblement, et dans une maison de la Brückengasse, un enfant pousse son premier cri. Karl Marx vient de naître dans un monde en pleine mutation. Son père, Heinrich Marx, est avocat, un homme des Lumières, épris de Voltaire et de Rousseau, qui a fait un choix pragmatique quelques années auparavant. Né juif dans une longue lignée de rabbins, il s'est converti au luthéranisme, non par conviction religieuse profonde, mais parce que la Prusse de l'époque ferme ses tribunaux aux juifs. Heinrich veut exercer son métier, nourrir sa famille. Alors, il change de religion comme on change de costume. Cette décision marquera profondément le jeune Karl, lui enseignant une leçon précoce sur la manière dont les nécessités matérielles façonnent nos choix les plus intimes. La maison Marx bruisse d'idées. Des volumes de philosophie s'entassent sur les étagères. Heinrich débat avec ses confrères tard dans la soirée, évoquant les droits naturels, la raison, le progrès. La mère de Karl, Henriette Pressburg, venue des Pays-Bas, apporte une touche plus terre-à-terre, avec ses fromages hollandais et ses proverbes pratiques. Entre ces deux influences, le petit Karl grandit, absorbant tout comme une éponge. L'enfant montre rapidement des dispositions intellectuelles remarquables. Il dévore les livres de la bibliothèque paternelle, pose des questions qui déstabilisent les adultes. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Qui a décidé que ce devait être comme ça? Déjà,
Cette habitude qui le caractérisera toute sa vie, remettre en question les évidences, interroger les fondements. Mais Trier n'est pas qu'une bulle intellectuelle. C'est aussi une ville sous occupation prussienne, où les fonctionnaires de Berlin imposent leurs lois à une région qui se souvient encore de Napoléon et du Code civil. Les contradictions sont partout. Les ruines romaines témoignent d'un empire disparu. Les corporations médiévales luttent contre la modernisation. Et la bureaucratie prussienne étouffe toute velléité de liberté. Karl fréquente le Friedrich Wilhelm Gymnasium, le lycée local. Ses professeurs remarquent son intelligence aiguë, mais aussi son caractère difficile. Il ne se contente pas d'apprendre, il conteste, il débat, il cherche les failles dans chaque argument. Un enseignant note dans son dossier que le jeune Marx possède une énergie intellectuelle excessive qui nuit parfois à la clarté de son propos. En d'autres termes, le garçon en fait trop, pense trop, questionne trop. À 17 ans, pour son examen de fin d'études, Marx rédige une dissertation sur l'union du croyant avec le Christ. Le texte est formellement orthodoxe, mais entre les lignes perce déjà quelque chose de différent. Marx écrit sur l'importance des liens terrestres, sur la manière dont les êtres humains se réalisent, non dans la contemplation du divin, mais dans leur relation aux autres. C'est encore vague, encore enrobé de pieuses formules, mais le germe est là. Son directeur, en signant son diplôme, ajoute une remarque prophétique. L'élève Marx possède des capacités brillantes, mais devra apprendre à canaliser son ardeur intellectuelle s'il souhaite réussir dans la vie. Heinrich Marx, fier de son fils, a des ambitions claires. Karl sera avocat, comme lui. Il aura une carrière respectable, un revenu stable, une place honorable dans la société. La famille Marx, qui a dû se battre pour sa position, la voit consolidée pour les générations à venir. Mais le jeune homme qui quitte Trier en 1835 s'a mal. Rempli de vêtements et de livres, porte déjà en lui quelque chose d'ingouvernable. Les vignobles paisibles de la Moselle ne le reverront que rarement, et jamais plus il ne sera l'enfant obéissant que son père espérait. L'université l'attend, et avec elle, la transformation. Geber. Chapitre 2. Bonn et Berlin. La métamorphose de l'étudiant. L'université de Bonn accueille le jeune Marx comme un rite de passage. Nous sommes en 1835 et Bonn est une ville universitaire typique où les étudiants boivent plus qu'ils n'étudient, où les duels d'honneur laissent des cicatrices qu'on exhibe avec fierté. Karl plonge tête la première dans cette vie dissolue. Il rejoint un club de poésie, s'endette pour s'acheter des vêtements élégants et des cigares espagnols. Un soir, pris de boisson, il se fait arrêter pour tapage nocturne. Les lettres de son père se font de plus en plus inquiètes, mêlant reproches financiers et préoccupations paternelles. Tes courses folles dans les rues nocturnes, écrit Heinrich, peuvent être excusées chez un adolescent, mais pas chez un futur homme d'État. Sauf que Marx n'est pas fait pour devenir homme d'État. Après une année chaotique à Bonn, il se transfère à Berlin. Changement radical. Si Bonn était légère et festive, Berlin est sérieuse, austère, intellectuellement intense. L'université de Berlin vibre d'une énergie particulière. Dans ses amphithéâtres résonne encore l'écho d'un philosophe récemment décédé, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sa philosophie domine toute la vie intellectuelle allemande. Hegel a proposé une vision révolutionnaire de l'histoire, celle d'un processus dialectique où chaque idée, chaque système porte en lui sa propre contradiction, sa propre négation, et de cette tension naît quelque chose de nouveau. Marx est électrisé.
Voilà enfin une pensée qui donne un sens au chaos du monde. L'histoire n'est pas un hasard, ce n'est pas la volonté capricieuse de quelques grands hommes. C'est un processus logique, presque scientifique, où les contradictions se résolvent en créant de nouvelles formes sociales. Il rejoint les jeunes hégéliens, un cercle de penseurs radicaux qui ont pris les outils philosophiques de Hegel pour les retourner contre l'ordre établi. Si l'histoire progresse par contradiction, alors le présent doit être critiqué, dépassé. La monarchie prussienne, avec sa censure et son autoritarisme, n'est qu'une étape vouée à disparaître. Les nuits s'allongent dans des arrière-salles enfumées. On y débat de la religion qu'un des membres du groupe, Ludwig Feuerbach, vient de décrire comme une projection des désirs humains. Marx est fasciné. Si Dieu n'est que le reflet de nos aspirations, alors la critique de la religion devient la critique de la société qui a besoin de cette illusion pour tenir debout. Le jeune homme qui était arrivé à Berlin pour étudier le droit abandonne progressivement ses cours officiels. Il passe ses journées à lire de la philosophie, de l'histoire, de l'économie politique. Son père, de loin, observe cette dérive avec un mélange d'inquiétude et de désespoir. Pour l'amour de Dieu, supplie Heinrich dans une lettre, quand commenceras-tu à vivre comme un bon chrétien au lieu de fréquenter ces intellectuels athées? Mais c'est trop tard. Marx a déjà rompu ses chaînes. La transformation est radicale. L'étudiant en droit écrit maintenant de la poésie sombre, des vers qui évoquent les ténèbres infernales et la chute des dieux. Son écriture déborde d'une rage juvénile contre l'ordre du monde. En 1839, Marx commence à travailler sur sa thèse de doctorat. Le sujet est révélateur. La philosophie matérialiste des Grecs anciens, Démocrite et Épicure. Marx s'intéresse à ces penseurs qui ont osé proposer que le monde n'était pas gouverné par les dieux, mais par des lois naturelles, des atomes et du vide. C'est une manière détournée de critiquer l'idéalisme dominant en Allemagne, de dire que ce qui compte, c'est le monde matériel, concret, pas les idées abstraites. Il soutient sa thèse en 1841 à l'université d'Iéna, plus libérale que Berlin, et obtient son doctorat à seulement 23 ans. Docteur Marx. Le titre ouvre normalement les portes de l'université. Marx imagine une carrière académique, enseignant la philosophie aux prochaines générations. Mais le gouvernement prussien en a décidé autrement. Quand Bruno Bauer, le mentor de Marx, est renvoyé de son poste pour opinion radicale, le message est clair. Les jeunes hégéliens ne sont pas les bienvenus dans les universités prussiennes. Les portes se ferment une à une. Marx se retrouve à la croisée des chemins. Docteur sans poste, philosophe sans chaire, il doit trouver une autre voie. Cette voie le mènera loin des tours d'ivoire académiques, vers le journalisme combatif, la politique révolutionnaire et une rencontre qui changera sa vie. Mais pour l'instant, il quitte Berlin avec un diplôme inutile, des idées trop dangereuses pour la Prusse et une agitation intérieure qui ne demande qu'à exploser. L'étudiant rebelle est sur le point de devenir un révolutionnaire professionnel. Et les gueules de bois, elles, continueront. Mais désormais accompagnées de quelque chose de beaucoup plus puissant, une fureur montante contre le monde tel qu'il est et une détermination brûlante à le transformer. Udurtu. Chapitre 3. Le journaliste radical et la censure prussienne. Le radical taché d'encre trouve son premier champ de bataille, non dans la rue, mais dans les colonnes d'un journal en difficulté. Cologne, 1842. Marx, 24 ans, barbe naissante et idées débordantes, prend la direction de la Rheinische Zeitung,
une publication libérale financée par des industriels progressistes de la région. Le journal devient son laboratoire. Chaque éditorial est une flèche soigneusement visée contre l'autoritarisme prussien. Marx écrit sur la condition des viticulteurs de la Moselle, écrasés par des taxes injustes. Il se moque ouvertement des censeurs qui caviardent ses articles. Il développe ce style qui deviendra sa marque, un mélange de rigueur savante et de sarcasme mordant. La circulation du journal triple sous sa direction. Les lecteurs se l'arrachent, non pour les nouvelles, mais pour voir ce que ce jeune directeur audacieux osera dire cette semaine. Les autorités, elles, sont de moins en moins amusées. Le tournant arrive avec une série d'articles sur les lois forestières. En Prusse, les paysans pauvres ont traditionnellement le droit de ramasser le bois mort dans les forêts, un droit coutumier essentiel pour leur survie. Mais les propriétaires terriens, soutenant que cela encourage le vol, font pression pour criminaliser cette pratique. Marx se lance dans une défense passionnée des paysans. C'est sa première véritable confrontation avec la question de la propriété privée. Qui décide de ce qui appartient à qui? Les arbres morts, tombés naturellement, appartiennent-ils vraiment aux aristocrates qui possèdent la forêt? Ou aux pauvres qui en ont désespérément besoin pour se chauffer? Ce n'est pas encore une critique complète du capitalisme, mais c'est un début. Marx découvre que le droit, cette chose qu'il était censé étudier pour devenir avocat, n'est pas une abstraction neutre. C'est un instrument qui protège certains intérêts au détriment d'autres. Les autorités prussiennes ont assez vu. En mars 1843, la Rheinische Zeitung est fermée par décret gouvernemental. Pour marquer le coup, l'équipe imprime le dernier numéro entièrement à l'encre rouge. Un adieu défi à la censure. Marx, désormais blacklisté dans tous les États allemands, fait face à un choix, se taire ou s'exiler. Avec un mélange d'enthousiasme et de témérité, il choisit l'exil. Mais d'abord, un mariage. Jenny von Westphalen a attendu Karl pendant 7 ans de fiançailles. Issue d'une famille aristocratique, éduquée, belle et intelligente, elle aurait pu choisir une vie confortable. Au lieu de cela, elle épouse ce radical barbu, ce fauteur de troubles sans emploi, et s'apprête à le suivre dans une vie d'exil et de précarité. Il se marie en juin 1843 dans la petite église de Kreuznach. Puis, avec quelques malles et beaucoup d'espoir, ils partent pour Paris. Paris en 1843, c'est l'oxygène après l'étouffement prussien. La ville bourdonne d'énergie révolutionnaire. Les cafés débordent d'exilés politiques de toute l'Europe, polonais, italiens, allemands, tous fuyant des régimes oppressifs. Ici, on peut parler librement, débattre ouvertement, publier sans qu'un censeur vous respire dans le cou. Marx plonge dans ce monde avec délectation. Il passe ses nuits dans des cafés enfumés, à débattre avec des anarchistes, des socialistes utopiques, des républicains radicaux. C'est une éducation politique accélérée. Il découvre les écrits des socialistes français, Saint-Simon, Fourier, Proudhon. Ces penseurs rêvent d'une société différente, organisée selon des principes de coopération plutôt que de compétition. Leurs visions sont souvent fantaisistes, des phalanstères où tout le monde vivrait en harmonie, des systèmes de crédit mutuel qui aboliraient l'exploitation. Marx est à la fois attiré et frustré par ces idées. Il reconnaît leur générosité, leur désir sincère de créer un monde meilleur. Mais il les trouve trop naïves, trop idéalistes. Elles ne s'attaquent pas aux racines du problème. Elles proposent des solutions imaginaires à des problèmes bien réels. C'est pendant ces mois fébriles que Marx commence vraiment son projet de vie.
décortiquer le capitalisme pour exposer sa machinerie interne. Il ne veut pas rêver d'utopie. Il veut comprendre comment fonctionne réellement le système économique, identifier ses contradictions, prévoir son évolution. Un soir, penché sur son bureau dans leur appartement exigu, Marx montre à Jenny ses dernières notes. « Ces penseurs français, marmonne-t-il, ils construisent des châteaux en Espagne, beaux mais inhabités. » Jenny, qui sera toujours sa première lectrice et éditrice, pointe un passage particulièrement dense. « Trop abstrait, dit-elle. Si tu veux changer les choses, tu dois parler à la vie réelle des gens. » Cette leçon restera avec Marx. Ne pas se perdre dans les théories pures, mais ancrer sa pensée dans la réalité concrète de ceux qui travaillent, qui souffrent, qui luttent. Marx cofonde un journal radical, les Deutsche Französische Jahrbücher, les Annales franco-allemandes. Le projet est ambitieux, rassembler les penseurs progressistes français et allemands dans une publication commune. Il ne durera qu'un seul numéro avant que les bailleurs de fonds prussiens, effrayés par son radicalisme, ne coupent les vivres. Mais ce numéro, unique, contient un texte crucial, l'essai de Marx sur la question juive. C'est une rupture nette avec le libéralisme classique. Marx y argumente que l'émancipation politique, le droit de vote, l'égalité devant la loi ne suffit pas. Tant que persiste l'exploitation économique, tant que certains possèdent les moyens de production et d'autres doivent vendre leur force de travail pour survivre, la vraie liberté reste illusoire. C'est une idée radicale. Elle signifie que la démocratie bourgeoise, même dans sa forme la plus libérale, ne résout pas le problème fondamental. Il faut aller plus loin, renverser le système économique lui-même. À Paris, Marx affine aussi son style de vie d'exilé permanent. Les journées passent à la Bibliothèque nationale, à lire des rapports économiques et des traités de philosophie. Les soirées se déroulent dans des réunions politiques ou des discussions interminables avec d'autres radicaux. L'argent manque constamment. Jenny doit jongler avec un budget minuscule, étirer chaque franc pour nourrir le couple. Mais Paris a aussi ses plaisirs. Marx développe un goût pour le café français et les débats passionnés. Sa barbe s'épaissit, son allure devient celle d'un révolutionnaire professionnel. Les espions prussiens commencent à prendre note de ce jeune Allemand dangereux qui tient court au café de la Régence. L'hiver 1844-1845 est particulièrement froid. La Seine gèle partiellement. Dans leur appartement mal chauffé, Jenny donne naissance à leur première fille, qu'ils nomment Jenny comme sa mère. La joie de la paternité se mêle aux angoisses financières. Comment Marx peut-il nourrir une famille sans emploi stable? La réponse viendra par des articles en freelance, des contributions à divers journaux, et bientôt, l'aide financière d'un ami qui deviendra bien plus qu'un ami. En janvier 1845, le gouvernement français, sous pression de Berlin, émet un décret d'expulsion contre Marx et plusieurs autres radicaux allemands. Encore une fois, il faut faire les valises. Encore une fois, l'exil appelle. Cette fois, destination Bruxelles. Marx quitte Paris avec regret, mais aussi avec quelque chose de nouveau, une compréhension plus profonde du capitalisme, une vision de plus en plus claire de ce qu'il veut accomplir et la conviction que sa rencontre imminente avec un certain jeune homme aux yeux perçants changera tout. Le journaliste radical est sur le point de rencontrer son double, son complément, son financier improbable. L'homme qui permettra à Marx d'écrire, de penser, de survivre assez longtemps pour changer le monde. Chapitre 4. Engels, l'alliance improbable. La rencontre qui altérera l'histoire se produit presque par accident.
Paris, août 1844, un café près de la rue Vaneau. L'air est épais de vapeur de café et de fumée de tabac. Friedrich Engels, tout juste 24 ans mais déjà endurci par 2 années à travailler dans l'usine textile de son père à Manchester, a cherché Marx après avoir lu ses essais dans les Annales. Leur première rencontre, 1 an plus tôt, avait été froide. Marx, le poids lourd philosophique, avait considéré le jeune homme d'affaires comme juste un autre socialiste utopique parmi tant d'autres. Mais cette fois, Engels arrive armé de quelque chose d'irrésistible, des données, des faits, la réalité brute. Il glisse un manuscrit sur la table, ses pages tachées de la crasse des usines et d'encre. La situation de la classe laborieuse en Angleterre expose les horreurs qu'Engels a vues de ses propres yeux. Des enfants dont les colonnes vertébrales se courbent après des journées de 16 heures. Des ouvriers qui toussent des particules de coton, leurs poumons transformés en éponges mortelles. Des familles entières troquant leur dignité contre quelques pennies. Marx, qui avait théorisé sur l'aliénation depuis le confort des bibliothèques, se retrouve face à la réalité viscérale. Tandis qu'Engels parle, sa voix basse mais urgente, du salariat comme esclavage moderne, de la machinerie de l'exploitation, quelque chose se déclenche. Nous finissions les phrases l'un de l'autre, se souviendra Engels plus tard. Avant la fermeture du café, nous complotions déjà une collaboration. Leur partenariat devient le moteur de la théorie révolutionnaire. Engels, l'observateur pratique qui usera ses bottes pour acheter l'encre de Marx, ancre le génie abstrait dans le détail concret. Marx, le systématiseur implacable, transforme les observations d'Engels en une analyse historique balayante. Ensemble, ils écrivent « La Sainte Famille », une démolition impitoyable de leurs anciens amis jeunes hégéliens. Les sessions d'écriture s'étendent tard dans la nuit, alimentées par du vin bon marché et la réserve apparemment inépuisable de cigares d'Engels. « Le seul luxe que je m'autorise », plaisante-t-il, bien qu'il héritera bientôt de la machinerie capitaliste, même qu'il méprise. Jenny Marx, observant depuis le seuil de la porte, sourit à la vue de son mari réellement en train de rire pour une fois, son intensité broussailleuse habituelle allégée par l'esprit sec d'Engels. Mais leur lien va au-delà de l'intellect. Quand Marx est expulsé de Paris en 1845, Engels le suit à Bruxelles sans hésitation, bien qu'il ne soit encore qu'un clerc vivant des miettes de son père. Plus tard, devenu associé de l'usine, Engels deviendra la bouée de sauvetage réticente de Marx, canalisant des portions de son revenu bourgeois vers la famille qui dénonce la bourgeoisie. Quelqu'un devait gagner de l'argent, soupirera Engels, et ce n'allait certainement pas être Karl. Quand les 2 hommes ont besoin de tester leur théorie contre la réalité, ils entreprennent une tournée de 6 semaines dans les taudis industriels anglais. Les usines textiles de Manchester deviennent leur salle de classe. La misère qu'ils y voient endurcit leur conviction que le capitalisme n'est pas seulement imparfait, mais condamné. En 1847, leurs idées se sont suffisamment cristallisées pour attirer la Ligue des Justes. Dans un pub londonien appelé le Lion Rouge, Marx et Engels réécrivent le manifeste de la Ligue en quelque chose de plus tranchant, de plus féroce. Alors qu'Engels fait les 100 pas en lisant le brouillon à voix haute, les ouvriers assemblés se penchent en avant. La ligne finale célèbre du document « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » n'est pas qu'une rhétorique. C'est un cri de guerre forgé dans l'espace entre le feu philosophique de Marx et la connaissance de première main d'Engels sur l'oppression. Le théoricien et le témoin, le rebelle et son banquier.
Un partenariat qui a commencé autour d'une table de café ira ébranler des empires, financés, ironiquement, par le système même qu'il cherchait à détruire. Gauwerpeu. Chapitre 5. Le manifeste, 23 pages. Pour ébranler le monde. La Ligue des Justes murmurait de révolution depuis des années. Un réseau dispersé d'exilés allemands et de tailleurs mécontents se réunissant dans des arrière-salles londoniennes. Mais, quand Marx et Engels arrivent en 1847 avec leur ébauche de manifeste, les murmures deviennent un rugissement. Le groupe se renomme Ligue communiste, abandonnant son ancien mysticisme conspirateur pour quelque chose de plus audacieux. Un plan scientifique pour la guerre des classes. Cet hiver, à Bruxelles, l'appartement exigu de Marx devient le quartier général officieux de la Ligue. Jenny Marx sert le thé à une distribution tournante de cordonniers et d'imprimeurs pendant que son mari fait les 100 pas, dictant des passages qui deviendront le manifeste communiste. Engels, toujours l'éditeur, taille les phrases germaniques de Marx en une prose acérée, comme un rasoir. Un spectre hante l'Europe, commence Marx un soir de minuit, s'arrêtant alors qu'Engels griffonne une note marginale, trop poétique. Mais la phrase reste, son rythme sinistre parfait pour la tempête à venir. Le manifeste est moins un livre qu'une détonation. Seulement 23 pages réduisant l'histoire humaine à une seule loi. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Il peint le capitalisme comme un système vampirique. Il loue la bourgeoisie pour sa destruction révolutionnaire du féodalisme, puis déclare son effondrement inévitable. L'écriture crépite d'esprit caustique. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités jusqu'alors honorées. Elle a transformé le médecin, l'avocat, le prêtre en ses salariés. Quand la Révolution éclate à Paris en février 1848, renversant la monarchie en 3 jours chaotiques, le manifeste semble prophétique. Marx, expulsé de Bruxelles, se précipite à Paris alors que les radicaux allemands exilés le saluent comme leur théoricien. Avril, il a lancé un nouveau journal radical à Cologne, la Neue Rheinische Zeitung, exhortant les ouvriers allemands à dépasser les réformes bourgeoises. Engels, toujours le soldat philosophe, prend les armes avec les combattants révolutionnaires à Baden. Mais la marée tourne rapidement. En 1849, les troupes prussiennes écrasent les rébellions. Le journal de Marx est fermé. Son dernier numéro, imprimé en encre rouge défiante. Face à l'arrestation, il fuit vers Londres avec Jenny, maintenant enceinte de leur 4e enfant, et ce qui reste de leur possession. Engels, après une évasion périlleuse à travers la Suisse, suit. Alors qu'ils se regroupent dans un appartement humide de Soho, l'ampleur de leur échec devient claire. Les révolutions se sont effondrées, la Ligue communiste est en lambeaux, et leur manifeste a vendu à peine 100 exemplaires. Pourtant, dans cet exil exigu, quelque chose de curieux se produit. Le manifeste commence à circuler clandestinement, passer de main en main dans les cercles ouvriers français, smugglé en Allemagne dans des balles de coton. Un texte écrit dans la hâte devient l'écriture pour un mouvement qui commence tout juste à s'agiter. Marx ne peut pas savoir alors que les lignes les plus célèbres de son pamphlet résonneront un jour dans toutes les langues sur Terre. Pour l'instant, il n'y a que le froid humide de Londres, les pleurs de ses enfants sous-alimentés et le travail lent et obstiné de penser à nouveau. Deuxième partie, l'exil londonien et la forge de Das Kapital. Chapitre 6, Dean Street, les années sombres.
Londres, dans les années 1850, accueille la famille Marx comme une toux humide et implacable. Leur appartement de 2 pièces dans Dean Street, à Soho, sent le pain rassis et la laine mouillée. Les murs sont si minces qu'ils entendent les disputes de leurs voisins mot pour mot. Marx, maintenant apatride et sans le sou, passe ses matinées à traverser le brouillard jusqu'à la salle de lecture du British Museum. Un temple du savoir où il peut réchauffer ses doigts gelés tout en étudiant les rapports parlementaires sur les conditions d'usine. Les préposés du musée le connaissent comme ce docteur allemand qui occupe le même siège de l'ouverture à la fermeture. Siège G7. Entouré de piles chancelantes de livres, ses notes marginales deviennent de plus en plus furieuses alors qu'il trace les veines du capitalisme à travers des données économiques arides. À la maison, la réalité est plus sinistre. 3 de leurs enfants, Guido, Francisca et Edgar, mourront pendant ces années, victimes de malnutrition et de la tuberculose qui prospèrent dans les taudis londoniens. Marx met son manteau au mont-de-piété en hiver pour acheter des médicaments, puis reste assis à grelotter pendant qu'il écrit. Il rédige des articles pour le New York Tribune sous le pseudonyme « Un correspondant londonien ». Des dépêches ironiques sur la politique européenne qui paie juste assez pour tenir les huissiers à distance. Le travail est alimentaire, sans joie, mais nécessaire. Jenny, autrefois fille d'un aristocrate prussien, apprend à étirer un seul pain sur 3 jours. Ses mains rougissent à force de laver les vêtements dans le baquet partagé. Elle, qui recevait les radicaux européens dans son salon, doit maintenant compter chaque penny. Pourtant, dans cette obscurité privée, Marx assemble ce qui deviendra l'œuvre de sa vie. Les notes qu'il griffonne au musée, remplies d'équations suivant les prix du coton, parallèlement à la famine ouvrière, sont les premiers fils du capital. Il écrit dans une frénésie, souvent debout à son bureau pour rester éveillé. Les toux de ses enfants dérivent à travers les murs minces. Quand le petit Edgar meurt en 1855, Marx enterre son chagrin dans le travail. « Je dois sauver ce qui peut encore être sauvé », dit-il à Engels. Le manuscrit grandit par à coups, interrompu par des furoncles sur sa peau, éruption nerveuse du stress et des querelles avec d'autres révolutionnaires exilés qui l'accusent d'abandonner la politique pratique pour la théorie. À travers tout cela, Engels reste la bouée de sauvetage. Ces remises mensuelles, le terme sardonique de Marx pour l'argent, arrivent comme une horloge. Bien qu'Engels lui-même soit piégé à Manchester, gérant l'entreprise familiale qu'il déteste. Leurs lettres chroniquent la dualité absurde de leur vie. Engels décrivant les profits textiles qui financent le loyer de Marx. Marx détaillant ses dernières découvertes sur la plus-value, le vol caché incorporé dans le registre de chaque industriel. En 1857, un krach financier mondial envoie Marx se précipiter au musée avec une urgence renouvelée. « Le déluge arrive », écrit-il à Engels, convaincu que les contradictions du capitalisme vont enfin exploser. Au lieu de cela, le système s'adapte. Les usines rouvrent et Marx, toujours inédit, se retrouve de nouveau à la case départ. Mais quelque chose a changé pendant ces années de désespoir tranquille. L'homme qui émerge des années 1850 n'est plus le jeune journaliste fougueux. C'est un érudit qui a fixé l'abîme du capital et commencé à cartographier ses contours. Le premier volume du Capital reste inachevé, ses pages tachées de thé et de tabac. Mais son intuition centrale brûle maintenant clairement. Tout le système repose sur une alchimie simple et brutale, la conversion de la sueur humaine en or, du travail vivant en capital mort.
Et Marx, l'exilé éternel, passera le reste de sa vie à documenter ce crime avec des détails méticuleux et bouleversants pour le monde. Chapitre 7. Le monstre au British Museum. Dans les années 1860, Marx est devenu un élément permanent de la salle de lecture du British Museum, le spectre hirsute et taché d'encre qui hante la section économie. Les préposés connaissent sa routine. Arriver au coup de cloche d'ouverture, réclamer le siège G7, exiger les derniers rapports d'inspection d'usine et griffonner des notes furieuses jusqu'à ce que ses mains se crampent. Sa barbe est devenue grise. Sa toux s'aggrave avec le brouillard de poids londonien. Mais son esprit brûle plus chaud que jamais. Sur le bureau devant lui, un manuscrit monstrueux grandit comme une sorte de croisement impie entre une thèse de doctorat et un cocktail Molotov. Son nom, Das Kapital. Sa mission, autopsier le capitalisme jusqu'à son cœur palpitant et sans sang. Le processus d'écriture est à parts égales, rigueur savante et tragédie burlesque. Les furoncles de Marx, ces bouillons douloureux qui le tourmentent depuis les années 1850, s'enflamment chaque fois qu'il reste assis trop longtemps. Il est forcé d'écrire debout, comme une sorte d'enthousiaste victorien du bureau debout. Ses lettres à Engels ressemblent au journal d'un hypocondriaque. Les damnés furoncles ont migré vers mon derrière, rendant la pensée et la position assise également impossibles. Pendant ce temps, Jenny met l'argenterie familiale au mont-de-piété, encore une fois, pour acheter du papier. Et la petite Eleanor Marx, 6 ans, s'exerce à ses lettres en recopiant des passages sur le fétichisme de la marchandise. La vie domestique est devenue un mélange bizarre de routine bourgeoise et de ferveur révolutionnaire. Les conversations au petit déjeuner peuvent dévier des leçons de piano de Laura au taux précis auquel les propriétaires d'usines aspirent la vie des ouvriers. Le Capital n'est pas tant écrit qu'exhumé. Chaque chapitre est extrait de 20 ans de recherche. Marx le remplit d'histoires d'horreur de l'Angleterre industrielle, des os d'enfants ramollissant par les fumées de phosphore, des couturières s'effondrant après des quarts de 30 heures, des familles entières vivant dans des cercueils de workhouse. Littéralement, certains abris londoniens louaient des boîtes en bois pour un penny la nuit. Il déploie le sarcasme comme un scalpel, consacrant des pages à se moquer des subtilités théologiques des économistes qui traitent les marchés comme des lois naturelles plutôt que comme des inventions humaines. La métaphore centrale du livre, le capital comme vampire drainant le travail vivant, n'est pas qu'une rhétorique. C'est le cri d'un homme qui a passé trop de nuits à lire des rapports d'inspecteurs d'usines à la lumière du gaz. Quand le volume I est finalement publié en 1867, le silence est assourdissant. Le tirage initial de 1000 exemplaires accumule la poussière dans les entrepôts de Hambourg. Le Times de Londres l'ignore. Même les camarades socialistes se plaignent de sa densité. Auguste Bebel se plaint que cela lui donne des maux de tête. Seul Engels en saisit le potentiel explosif. Il écrit de fausses critiques dans les journaux allemands pour susciter l'intérêt. Une campagne de marketing guérilla pour l'ère victorienne. Lentement, improbablement, le livre trouve son public. Des ouvriers d'usine autodidactes à Leipzig passant ses équations après les quarts. Des nihilistes russes le passant en contrebande devant les censeurs du tsar. Même quelques curieux bourgeois qui en avaient probablement besoin pour s'endormir. Les critiques qui s'engagent ratent complètement le point. Un critique allemand loue le beau style littéraire de Marx tout en rejetant son économie, comme complimenter la lame polie d'une guillotine. D'autres se focalisent sur son prétendu matérialisme,
négligeant l'histoire humaine profonde et souvent sombre tissée dans ses arguments économiques. Sous les données, Marx traçait un système qu'il voyait comme intrinsèquement instable, marqué par une aliénation généralisée et des cycles de crise, et qui, croyait-il, portait les germes de son propre changement monumental éventuel. À travers tout cela, Marx continue de réviser, d'étendre et, dans la pure tradition marxienne, de procrastiner. Les volumes 2 et 3 n'existent que comme ébauches chaotiques, leurs pages criblées de digressions sur les droits fonciers médiévaux et la composition chimique des engrais. Il promet à Engels juste 6 semaines de plus de révision, puis disparaît dans des terriers de lapins pendant des mois, émergeant avec 50 nouvelles pages sur les techniques de filature du coton, mais 0 chapitre terminé. Le projet devient sa baleine blanche, son roi Léar, sa partie d'échecs sans fin contre un système économique qui continue de changer les règles. Et pourtant, malgré son état inachevé, le Capital accomplit quelque chose de remarquable. Il rend visible l'invisible, transformant les horreurs banales de la vie d'usine en preuve d'un système construit sur du temps volé. Quand les ouvriers textiles de Manchester commencent à citer ces passages dans les réunions syndicales, quand les socialistes allemands utilisent ces formules pour calculer des salaires équitables, Marx s'autorise un rare moment de fierté. Le livre, qui a commencé comme un murmure au British Museum, devient une arme. Une qui survivra à son auteur, à ses premiers lecteurs, même au XIXe siècle lui-même. Le monstre est lâché. Beaver. 3e partie, l'Internationale et les dernières batailles. Dora. Chapitre 8. La première internationale. Fraternité d'hommes très en colère. Londres, 28 septembre 1864. Une grande assemblée publique se tient à St. Martin's Hall, Long Acre. L'air bourdonne d'anticipation et de discussions ferventes d'un groupe divers. Des proudhoniens français, des républicains italiens, des syndicalistes britanniques et des exilés allemands dont le zèle révolutionnaire ne s'est pas éteint depuis 1848. Tous rassemblés, champions des droits des travailleurs dans un mélange de langues. Karl Marx est une figure centrale, présente, bientôt pour devenir l'esprit directeur de l'Association internationale des travailleurs. Le premier supergroupe socialiste de l'histoire, fondé lors de cet événement même. La première internationale naît d'idéalisme et de désespoir à parts égales. Les ouvriers européens sont broyés entre les rouages du capitalisme industriel. Les usines textiles anglaises paient des salaires de famine. Les mineurs français vivent comme des taupes sous terre. Les enfants allemands perdent des doigts dans les machines. Marx, jouant maintenant l'homme d'État aîné à 46 ans, voit une opportunité. « Nous devons devenir les généraux de la classe ouvrière », dit-il à Engels. Bien qu'aucun des deux n'ait jamais tenu un fusil. Le plan ? Unir toutes les factions radicales sous une seule bannière. Le problème ? Les radicaux détestent l'unité presque autant qu'ils détestent les capitalistes. Le génie de Marx est de rendre les documents fondateurs de l'Internationale suffisamment vagues pour plaire à tout le monde. Les statuts promettent l'émancipation des classes laborieuses sans préciser comment. L'adresse inaugurale, rédigée par Marx en une nuit alimentée par la caféine, dénonce le capitalisme avec une flair shakespearien. La misère des masses laborieuses ne s'est pas diminuée de 1848 à 1864, tout en évitant soigneusement des mots comme révolution ou dictature. C'était la politique révolutionnaire comme test de Rorschach. Les anarchistes français y voient des communes décentralisées. Les syndicalistes britanniques
y voit de meilleurs salaires et Marx y voit les graines de son socialisme scientifique. Pendant quelques années glorieuses, ça fonctionne. L'Internationale devient une chambre de compensation pour l'agitation ouvrière à travers l'Europe. Quand les bronziers parisiens font grève, les dockers londoniens envoient des fonds. Quand les propriétaires d'usines suisses coupent les salaires, des pamphlets allemands apparaissent mystérieusement dans les gamelles des ouvriers. Marx, le chef nominal de cet empire hétéroclite, passe ses journées à arbitrer entre les factions, tout en manœuvrant secrètement pour purger les anarchistes des rangs. Son némésis, Mikhaïl Bakounine, un anarchiste russe de la taille d'un ours qui croit au soulèvement spontané et qui mange prétendument 12 œufs crus au petit déjeuner. Leur querelle idéologique se joue en lettres de plus en plus mesquines. Marx se moquant des plans puérils de Bakounine. Bakounine traitant Marx de juif sournois. Toute l'expérience s'effondre en 1872 quand Marx exécute essentiellement une prise de contrôle corporate. Craignant que la faction de Bakounine ne prenne le contrôle, il fait transférer le siège de l'Internationale à New York, l'équivalent du 19e siècle de transférer le département de votre rival en Antarctique. L'organisation boite pendant 4 ans de plus avant de se dissoudre, faillite et diviser. Pourtant, comme la plupart des échecs de Marx, la Première Internationale a laissé des empreintes partout. Elle a prouvé que les ouvriers pouvaient s'organiser au-delà des frontières. Elle a transformé des termes comme prolétariat et bourgeoisie en mots du quotidien. Et elle nous a donné le manuel original des querelles intestines gauchistes. Chaque schisme socialiste depuis, des trotskistes contre les stalinistes au Bernie Bros, contre les démocrates Warren, doit quelque chose à ces salles enfumées. Marx lui-même est caractéristiquement peu sentimental à propos de l'effondrement. L'Internationale a fait son travail, hostile les épaules, déjà plongé jusqu'au coude dans les notes pour le prochain volume du Capital. D'ailleurs, l'histoire avait une drôle de façon de ressusciter ses projets au moment le moins attendu. En quelques mois, les ouvriers parisiens se soulèveront dans la Commune. Et soudain, tout le monde citera Marx à nouveau. Vulué. Chapitre 9. La Commune de Paris. 72 jours qui secouèrent le monde. Paris, mars 1871. La ville sent la poudre à canon et le pain frais, une combinaison improbable qui capture parfaitement le moment. Les ouvriers ont pris le contrôle, non par quelque révolution marxiste soigneusement planifiée, mais parce que le gouvernement français a littéralement fui, abandonnant la capitale aux Prussiens et à ses propres citoyens. Ce qui émerge est le premier État ouvrier de l'histoire, la Commune de Paris. Une expérience chaotique de démocratie radicale où les serveurs débattent d'économie à l'hôtel de ville et les artistes redesignent le curriculum scolaire. Notre théoricien barbu à Londres s'étouffe presque avec son thé en apprenant la nouvelle. Après des décennies à prédire la révolution prolétarienne, la voilà qui se déploie. Spontanément, chaotiquement et complètement contrairement à ses attentes. Les communards n'ont pas lu le Capital, qui se vend encore à peine, n'ont pas attendu que les conditions historiques mûrissent, ne l'ont même pas consulté. Pendant 2 mois, Marx oscille entre exaltation et pure panique. Il envoie des lettres à Paris qui arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Les innovations de la Commune se lisent comme un rêve de fièvre socialiste. Des usines saisies et transformées en coopératives. La propriété de l'Église redistribuée. L'armée permanente abolie. Une sage-femme hongroise devenue révolutionnaire, Nathalie Lemel, organise des cuisines communales gratuites.
une institutrice radicale, Louise Michel, mène des bataillons de femmes aux barricades. Le Louvre devient un club politique où les artistes débattent des droits des ouvriers. C'est tout ce que Marx a théorisé et rien de ce qu'il avait imaginé. À Londres, Engels fait les 100 pas dans leur bureau exigu, mettant joyeusement à jour des cartes de bataille comme s'il regardait un match de football particulièrement excitant. « Ils tiennent Montmartre !» s'exclame-t-il un jour. Pour gémir le lendemain, les Versaillais ont repris les canons. Marx, pendant ce temps, griffonne des notes furieuses pour ce qui deviendra la guerre civile en France. Son analyse du drame qui se déroule. Son écriture capture la beauté tragique de la Commune. Le précurseur glorieux d'une société nouvelle. Même s'il sait comment cette histoire se termine. Et, oh, comment elle se termine. En mai, les troupes du gouvernement français prennent Paris d'assaut avec une brutalité qui choque même les correspondants de guerre chevronnés. Les pavés coulent de rouge alors que quelques 20 000 communards sont exécutés en une seule semaine. Des femmes sont abattues, serrant leurs enfants. Des radicaux sont alignés contre le mur des fédérés et fusillés si efficacement que le mur se dresse encore aujourd'hui, criblé de trous de balles. Des témoins affirment que la Seine coule cramoisie pendant des jours. Quand la fumée se dissipe, la brochure de Marx devient une lecture obligatoire pour les radicaux du monde entier. Sa description de la Commune comme la forme politique enfin découverte sous laquelle réaliser l'émancipation économique du travail est citée dans tous les cercles révolutionnaires, de Saint-Pétersbourg à Chicago. Mais en privé, il est ébranlé. Les ouvriers ont eu leur chance et ont été massacrés pour cela. Le vieil homme passe des semaines à fixer les journaux parisiens, traçant les listes d'exécution avec des doigts tremblants. L'héritage de ces 72 jours hantera à jamais les mouvements socialistes. Lénine étudiera obsessionnellement les erreurs de la Commune avant 1917. Mao citera son exemple. Même aujourd'hui, l'expression « Commune de Paris » évoque à la fois le romantisme révolutionnaire et la prudence brutale. Preuve que les ouvriers pouvaient se gouverner eux-mêmes. Et preuve de ceux qui arrivent quand ils essaient. Quant à notre exilé londonien, il reste avec un paradoxe. L'histoire avait finalement suivi son scénario pour réécrire la fin dans le sang. La prochaine révolution, réalise-t-il, aura besoin de plus que des barricades et de bonnes intentions. Elle aura besoin d'une armée propre. Chapitre 10. Les dernières années. Le terrier de la vieille taupe. Les années 1870 arrivent comme une avalanche au ralenti de mauvaises nouvelles. Le corps de Marx tombe en morceaux. Ses poumons sifflent comme des soufflets cassés. Sa peau éclate en furoncles en colère. Et son foie a apparemment déclaré l'indépendance. Le révolutionnaire, qui écrivait autrefois sur l'effondrement inévitable du capitalisme, passe maintenant plus de temps à discuter de son propre effondrement inévitable avec une succession de charlatans médecins. « Je suis une machine condamnée à dévorer des livres », gémit-il à Engels. Et maintenant, la damnée machine se détraque. La toux de Jenny l'inquiète encore plus. Sa femme de près de 40 ans, l'aristocrate prussienne qui a choisi l'exil et la pauvreté à ses côtés, se déplace maintenant dans leur maison londonienne comme un fantôme. La femme, qui recevait autrefois les radicaux européens dans son salon, tout en mettant discrètement l'argenterie au mont-de-piété, peut à peine monter les escaliers sans haleter. Marx lit ses vieilles lettres quand il ne peut pas dormir, les notes passionnées de leur jeunesse, les frénétiques de leurs premières années d'exil, et fait semblant de ne pas remarquer les mouchoirs tachés de sang
qu'elle cache dans sa corbeille à couture. Le travail devient son refuge. Les préposés du British Museum se sont habitués à la vue du vieux révolutionnaire hirsute boitillant vers son siège habituel, marmonnant à propos de « cet idiot de Bakounine ». Le volume 2 du Capital languit sous forme d'ébauche, ses pages un mélange chaotique de formules économiques et de marginalia enragés. Absurdité bourgeoise, typique. Il est devenu le grand vieil homme du socialisme, sans jamais terminer son chef-d'œuvre. Le mouvement qui l'a inspiré continue d'évoluer sans sa permission. Les socialistes allemands gagnent des sièges au Reichstag par les élections plutôt que les soulèvements. Des radicaux russes lui écrivent comme s'il était l'oracle de Delphes, demandant si les communes paysannes pourraient sauter le capitalisme entièrement. Même la presse anglaise le traite avec un nouveau respect étrange. Le Times publie un profil l'appelant « le penseur le plus craint d'Europe », ce qui au moins vaut mieux qu'être ignoré. Puis vient le coup de marteau, la mort de Jenny en 1881. Marx est trop malade pour assister aux funérailles. Allongé dans son lit, écoutant la pluie tambouriner contre la fenêtre alors qu'ils enterrent la femme qui a été sa première éditrice, sa plus féroce défenseuse et son dernier lien avec la respectabilité bourgeoise. Quand il visite finalement la tombe des mois plus tard, il s'effondre dans les bras de sa fille Éléanore, sanglotant si violemment que les gardiens du cimetière détournent le regard. La taupe est morte aussi, dit Engels aux amis après. La fin arrive 2 ans plus tard, dans ce fauteuil familier près du feu. Une gouvernante le trouve affaissé, une page à moitié écrite sur ses genoux. Encore une autre note sur la paysannerie russe. Le certificat de décès liste bronchite et pleurésie. Mais quiconque le connaissait comprenait la vraie cause. 40 ans d'exil, de chagrin et de journées de travail de 16 heures consumeront même le révolutionnaire le plus coriace. Aux funérailles au cimetière de Highgate, Engels prononce l'éloge funèbre devant 11 personnes en deuil. Son nom perdurera à travers les âges, promet-il, bien que les journaux londoniens notent à peine le décès de cet agitateur notoire. La pierre tombale ne porte aucune mention de manifeste ou de révolution. Juste ce célèbre appel final à l'action. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Dans la maison vide de Maitland Park Road, Engels ouvre les carnets redoutés. 2 volumes inachevés du Capital le fixent dans un gribouillis presque indéchiffrable. L'héritage chaotique du critique le plus méticuleux de l'histoire du chaos. Le vieux soldat soupire, retrousse ses manches et attrape le whisky. La révolution, semble-t-il, aura besoin d'un éditeur. Dur, 4e partie, l'héritage posthume. Chapitre 11, la carrière posthume du prophète. L'encre est à peine sèche sur la pierre tombale de Marx que la canonisation commence. L'Europe des années 1880, gémissant sous le poids des excès du capitalisme industriel, se retrouve soudain grouillante de marxistes, ou du moins de gens qui s'appellent marxistes dans les pubs londoniens, les brasseries allemandes et les cercles d'études russes. Des disputes éclatent sur ce que le vieil homme voulait vraiment dire. Engels, maintenant gardien des textes sacrés, passe ses journées à répondre aux lettres de fanatiques et de sceptiques. Non, écrit-il pour la 100e fois à quelques socialistes français trop enthousiastes, Karl n'a pas prédit que la révolution arriverait mardi prochain. Le mouvement que Marx a laissé derrière lui se fend comme un costume bon marché. En Allemagne, Eduard Bernstein argumente que le capitalisme peut être réformé par le Parlement, lui valant le surnom d'Eddy l'évolutionnaire, des camarades plus radicaux.
En Russie, un jeune rebelle nommé Lénine dévore le capital en exil sibérien, griffonnant des notes sur comment sauter complètement l'étape de la démocratie bourgeoise. Pendant ce temps, anarchistes et utopistes continuent d'essayer de revendiquer l'héritage de Marx au grand agacement d'Engels. C'est comme regarder des enfants se partager un héritage avant même que le testament ait été lu, grommelle-t-il. Dans les années 1890, les idées de Marx subissent l'ironie ultime, devenir respectables. Les sociaux-démocrates allemands gagnent des sièges au Reichstag en utilisant sa rhétorique. Les Fabiens britanniques le citent lors de thés mondains. Même l'étrange professeur courageux commence à enseigner le capital, généralement avec l'avertissement que c'est purement académique. Les livres qui avaient accumulé la poussière dans les entrepôts passent maintenant par plusieurs impressions. Leur marge remplie de marques de crayons d'ouvriers. Ces premières éditions qu'Engels avait colportées comme de l'huile de serpent. Les originaux se vendent maintenant une petite fortune. Le vrai tournant arrive en 1895, quand Engels publie le volume 3 du Capital. Un monstre de Frankenstein, de livres cousus ensemble à partir de décennies de notes. Les critiques se jettent sur ces contradictions, ne réalisant pas qu'ils argumentent avec un fantôme. Les théories de Marx sur l'effondrement inévitable du capitalisme semblent soudain moins convaincantes pendant le boom économique européen. La vieille taupe est devenue aveugle, se moque un journal bourgeois. Mais l'histoire avait une drôle de façon de justifier Marx juste quand tout le monde le compte pour mort. La révolution russe de 1905, bien qu'écrasée, prouve que les ouvriers peuvent se soulever, et la faction de Lénine prend soigneusement des notes. En 1914, le mouvement fait face à son plus grand test. Quand les partis socialistes européens abandonnent la solidarité internationale pour soutenir les efforts de guerre de leur nation, il semble que le rêve de Marx d'unité ouvrière soit mort dans les tranchées. Mais, à Zurich, un certain révolutionnaire chauve dévore le manifeste communiste et voit une opportunité dans le carnage. L'impérialisme est le stade suprême du capitalisme, écrit Lénine, donnant aux théories de Marx une couche de peinture fraîche pour le nouveau siècle. Puis vient 1917. Quand les bolcheviks prennent d'assaut le palais d'hiver, ils le font sous la bannière de Marx, littéralement. Son visage orne leurs affiches. Ses phrases remplissent leurs décrets. L'homme qui avait passé sa vie comme un exilé sans le sou est maintenant le saint patron d'un État ouvrier. Au cimetière de Highgate, quelqu'un place une couronne sur la tombe inscrite. Votre théorie est devenue réalité. Engels, s'il avait vécu pour le voir, aurait peut-être pleuré, ou possiblement fait un face-palme, parce que ce n'était pas exactement ce qu'ils avaient imaginé. La révolution était venue non dans l'Allemagne industrielle avancée, mais dans la Russie arriérée remplie de paysans. La dictature du prolétariat ressemblait suspectivement à, eh bien, une dictature. Et la critique soigneuse du capitalisme de Marx était transformée en dogme d'État, avec des procès d'hérésie pour quiconque l'interprétait différemment. Le fantôme dans la machine était lâché, et personne, ni les capitalistes, ni les socialistes, certainement pas le philosophe mort lui-même, ne pouvait contrôler où il irait ensuite. Chapitre 12. Peur rouge et guerre théorique. Le XXe siècle n'a pas tant embrassé les idées de Marx que violemment lutté avec elles à pleine vue du public. Après la révolution russe, son visage barbu est devenu mondial, fixant sévèrement depuis les bannières soviétiques, regardant méchamment depuis les panneaux cubains, faisant même des apparitions dans des adaptations d'opéras chinois. Pendant ce temps,
les gouvernements occidentaux ont développé un tic nerveux chaque fois que quelqu'un mentionnait le matérialisme dialectique. La guerre froide n'était pas que des missiles et des espions. C'était le débat de club de lecture le plus intense du monde qui a horriblement mal tourné. À Moscou, Marx est devenu moins un penseur qu'une icône sacrée. L'Institut du marxisme-léninisme employait des centaines d'érudits pour produire des éditions définitives de ses œuvres et des interprétations définitives pour correspondre. Malheur à tout camarade qui suggérait que le Capital pouvait contenir une seule contradiction. Staline, pas connu pour sa patience savante, gardait prétendument un exemplaire bien feuilleté à son chevet. Bien qu'il l'ait réellement lu ou l'ait juste utilisé pour aplatir des insectes, reste débattu. L'Occident a répondu avec à parts égales hystérie et appropriation. Des agents du FBI ont infiltré des groupes d'études marxistes universitaires pour découvrir qu'ils impliquaient surtout des étudiants de premier cycle argumentant sur l'aliénation autour de mauvais cafés. Hollywood a pompé des films de propagande anticommunistes où des capitalistes à mâchoire carrée sauvaient des ouvriers de bolcheviks maléfiques, ne remarquant jamais à quel point cela confirmait parfaitement les théories de Marx sur l'idéologie servant le pouvoir. Même Disney s'y est mis, produisant un court-métrage animé où un écureuil américain joyeux déjouait un hibou marxiste morose. Pourtant, certains des développements les plus intéressants sont venus de penseurs pris entre ses pôles. Dans une prison italienne, Antonio Gramsci remplit des carnets de théories sur l'hégémonie culturelle. Comment les classes dirigeantes maintiennent le pouvoir non seulement par la force, mais en contrôlant ce qui est appelé bon sens. En Allemagne, l'école de Francfort réinvente la critique marxiste pour l'ère de la radio et de la publicité, tout en évitant soigneusement toute mention de renverser réellement les gouvernements. Leur récompense ? Être dénoncé par les stalinistes eux-mêmes, les macartistes. Un cas rare de désapprobation bipartisane. Dans les années 1960, les idées de Marx avaient échappé à la Tour d'Ivoire et au Politburo. Les étudiants français griffonnaient ces phrases sur les murs parisiens pendant mai 68. Les Black Panthers distribuaient des copies du manifeste communiste aux côtés des programmes de petit déjeuner. Même les économistes traditionnels admettaient à contre-cœur qu'il avait eu raison sur les cycles boom-bust du capitalisme. Si tort sur sa disparition imminente. L'ironie ultime est venue quand des firmes de Wall Street ont commencé à embaucher des analystes marxistes pour prédire la prochaine crise. Prouvant encore une fois que le capitalisme pouvait marchandiser absolument n'importe quoi, même ses propres fossoyeurs. À travers tout cela, les vieilles divisions persistaient. Les marxistes du bloc soviétique rejetaient les révisionnistes occidentaux comme des apologistes bourgeois. Les marxistes occidentaux se moquaient des dogmatistes soviétiques pour avoir transformé la théorie vivante en religion d'État. Et les vrais ouvriers, les gens sur qui Marx écrivait, trouvaient souvent les deux camps également incompréhensibles. Le prophète qui avait prédit que l'histoire serait décidée par la lutte des classes aurait peut-être été amusé de la voir dégénérer en querelle académique et guerre de propagande. Ou peut-être qu'il aurait juste soupiré, allumé un autre cigare et retourné au travail. Après tout, les contradictions continuaient de s'empiler plus vite que quiconque ne pouvait les analyser. Gribouille. Chapitre 13. Marx devient viral. Le XXIe siècle était censé enterrer Marx pour de bon. Avec l'Union soviétique dissoute et la Chine embrassant le socialisme aux caractéristiques capitalistes,
Même ses disciples les plus dévoués ont commencé nerveusement à mettre à jour leur CV. Mais l'histoire, cette dialecticienne rusée, avait d'autres plans. Alors que le nouveau millénaire se déployait, le vieux théoricien a mis en scène un comeback si improbable qu'il ferait rougir un producteur hollywoodien. Non comme une icône révolutionnaire, mais comme le saint patron des millénials désabusés, des travailleurs de la gig économie surmenée et de quiconque a déjà fixé sa note Uber avec une angoisse existentielle. La grande récession de 2008 a servi de tournée de revival improbable de Marx. Alors que les banques de Wall Street s'effondraient et que les gouvernements renflouaient les milliardaires, quelque chose de particulier s'est produit. Les ventes du capital ont grimpé de 400%. Soudain, tout le monde, des manifestants d'Occupy Wall Street aux professeurs d'économie perplexes, se retrouvait à feuilleter la même prose victorienne dense qui avait accumulé la poussière pendant des décennies. L'ironie était délicieuse. Les mêmes institutions financières que Marx avait prédit s'autodétruiraient, poussaient maintenant inadvertemment les gens vers son œuvre. Les librairies ont signalé des cadres achetant des exemplaires dans des enveloppes brunes ordinaires, comme des gentlemen, victoriens achetant des romans français risqués. Le monde académique a subi sa propre cure de jouvence marxiste. Les départements d'études de genre ont disséqué la théorie de la reproduction sociale, qui change toutes ces couches et cuisines, tous ces repas qui maintiennent les travailleurs. Eh bien, travaillant. Les scientifiques environnementaux ont appliqué son concept de rupture métabolique au changement climatique. Même les écoles de commerce, ces temples du capitalisme, admettaient à contre-cœur que son analyse des cycles boom-bust pourrait avoir du mérite, bien qu'ils évitaient soigneusement de mentionner la partie sur le renversement du système. L'indignité ultime. Des lauréats du prix Nobel d'économie ont commencé à lâcher nonchalamment des termes marxiens comme « fétichisme de la marchandise » lors de cocktails à Davos, aux grandes dames de leurs hôtes de fonds spéculatifs. Hollywood, jamais subtil, a transformé Marx en test de Rorschach culturel. Des films de super-héros mettaient en vedette des PDG méchants citant le capital entre des monologues diaboliques. Des drames de prestige dépeignaient des professeurs marxistes, soit comme des diseurs de vérité héroïques, soit comme des radicaux dérangés selon le réseau. La pièce de résistance est venue quand un service de streaming a donné le feu vert au Marx et Engels Variety Hour, un spectacle de comédie de sketch surréaliste qui a réussi d'une manière ou d'une autre à rendre l'accumulation primitive drôle. Les critiques l'ont appelé Monty Python pour les théoriciens. Puis est venu Internet, où Marx a trouvé sa vraie vie après la mort numérique. Des mèmes sur le capitalisme tardif ont proliféré, juxtaposant des toasts à l'avocat à 15$ avec des images de workers victoriens. Des vidéos TikTok expliquaient la théorie de l'aliénation à travers des sketchs sur la culture des influenceurs. Quelqu'un a même créé une critique marxiste de la crypto-monnaie si perspicace qu'elle est devenue virale avant l'inévitable éclatement de la bulle NFT. La révolution ne sera peut-être pas télévisée, mais elle était certainement live tweetée. Le lieu de travail est devenu le champ de bataille le plus inattendu de Marx. Des travailleurs de la tech ont formé des groupes de lecture marxistes dans les salles de repos de la Silicon Valley. Des employés d'entrepôts Amazon ont fait circuler des exemplaires cornés du capital aux côtés de pamphlets d'organisations syndicales. Même Wall Street s'y est mis. Des fonds spéculatifs embauchant des analystes marxistes pour prédire la prochaine crise.
prouvant que le capitalisme pouvait marchandiser absolument n'importe quoi, même ses propres fossoyeurs. Le moment le plus surréaliste est venu quand des travailleurs d'une start-up berlinoise se sont syndiqués en utilisant une application appelée Conscience de classe 2.0, complète avec des notifications push sur l'extraction de plus-value. À travers tout cela, le spectre de Marx hantait les contradictions de la vie moderne. Son visage ornait tout, du streetwear haut de gamme aux bannières de protestation. Ses phrases étaient citées à parts égales par des radicaux titularisés et des bots de trading algorithmique. Le système qu'il avait cherché à renverser l'avait plutôt absorbé, transformant la critique révolutionnaire en juste une autre marque de style de vie. Si cela représentait le triomphe ultime du capitalisme ou sa contradiction la plus délicieuse, dépendait entièrement de à qui vous demandiez. Alors que les années 2020 s'annonçaient, avec la catastrophe climatique qui se profilait et l'inégalité atteignant des niveaux de l'âge doré, les questions de Marx semblaient plus urgentes que jamais. Les réponses, cependant, restaient aussi insaisissables qu'elles l'avaient été en 1848. Une chose était certaine, la vieille taupe de l'histoire creusait toujours. Et, cette fois, elle avait le Wi-Fi. L'homme qui avait autrefois écrit dans un isolement quasi total aurait été émerveillé de voir ses idées débattues par des millions en ligne, bien qu'il détesterait probablement les publicités. Du Behoudjevikoe. 5e partie, le bilan du Began. Chapitre 14. Le fantôme dans la machine théorique. Pour toute sa brillance, Marx a laissé derrière lui un champ de mines de questions sans réponse et de conséquences imprévues. L'équivalent intellectuel d'un EEI révolutionnaire qui a continué d'exploser dans des endroits inattendus. L'homme qui voyait les défauts du capitalisme avec une clarté cristalline a en quelque sorte manqué comment le nationalisme l'emporterait sur la solidarité de classe, comment la culture de consommation absorberait la dissidence comme une éponge, et comment ses propres phrases seraient militarisées par des régimes qu'il aurait peut-être méprisés. Le XXe siècle est devenu un test de résistance brutale pour ses théories, laissant derrière lui une traînée de paradoxes qui continuent de nous hanter aujourd'hui. Prenez la dictature du prolétariat, peut-être la tournure de phrase la plus malheureuse de Marx. Ce qu'il envisageait comme une démocratie ouvrière temporaire est devenu en pratique une justification pour des États à parti unique de Moscou à Pyongyang. Les résultats étaient assez sinistres pour faire grimacer même les marxistes dévoués. Des procès spectacles menés au nom du matérialisme dialectique, des goulags justifiés comme rééducation et des plans quinquennaux qui n'atteignaient jamais l'année 6. L'amère ironie, ces soi-disant États marxistes ressemblaient souvent aux pires excès du capitalisme industriel, exploiteurs, hiérarchiques et obsédés par les objectifs de production, juste avec plus de drapeaux rouges et de modes pires. Puis il y avait l'angle mort de Marx pour le nationalisme, l'homme qui déclarait que les ouvriers n'ont pas de pays, n'a pas réussi à prévoir avec quelle facilité l'identité ethnique l'emporterait sur la conscience de classe. Les ouvriers polonais se sont rangés du côté des capitalistes polonais contre les socialistes russes. Les paysans vietnamiens ont combattu les colonisateurs français avant de se retourner contre leur propre bourgeoisie. Même le mouvement socialiste international s'est fracturé selon des lignes nationales quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Des marxistes allemands acclamant le Kaiser, des marxistes français défendant la République. Le prolétariat, il s'est avéré, aimait plutôt avoir des pays après tout.
L'adaptabilité du capitalisme s'est révélée être un autre mauvais calcul. Marx supposait que le système s'effondrerait sous ses propres contradictions. Pas qu'il apprendrait à profiter de ces contradictions mêmes. La même aliénation qu'il décriait est devenue une stratégie marketing. Des expériences authentiques vendues aux employés de bureaux aspirant au sens. La marchandisation qu'il analysait s'étendait maintenant à l'esthétique révolutionnaire elle-même, avec le visage du Tzu sur des t-shirts et Das Kapital comme livre de table basse design. Même la lutte des classes s'est embourgeoisée. Des activistes de Brooklyn hashtagant « Résistance » tout en sirotant des lattes à 8 $. Peut-être plus surprenant, Marx a sous-estimé à quel point le capitalisme pouvait complètement racheter des segments de la classe ouvrière. Le milieu du XXe siècle a vu les ouvriers d'usines occidentaux échanger la ferveur révolutionnaire contre des maisons de banlieue et des télécouleurs. Ce qu'un théoricien marxiste a amèrement appelé le prolétariat devenant petit bourgeois sans cesser d'être prolétaire. Les chefs syndicaux négociaient de meilleurs salaires tout en laissant le système intact. Le sujet révolutionnaire sur lequel Marx comptait semblait disparaître juste au moment où les contradictions s'aiguisaient. Pourtant, malgré toutes ces négligences, les intuitions centrales de Marx continuent de revenir comme des souvenirs refoulés. Chaque crise financière ravive l'intérêt pour son analyse de l'instabilité du capitalisme. Chaque nouvelle technologie, des chaînes de montage aux algorithmes, apporte de nouvelles vagues d'aliénation. Même sa prédiction très moquée sur la tendance du capitalisme au monopole semblait presciente, alors que des géants technologiques engloutissaient des industries entières. Les vieilles contradictions continuent de refaire surface sous de nouvelles formes, comme un jeu idéologique de taupe. Le plus grand témoignage de l'héritage de Marx pourrait être celui-ci. Après 150 ans de prédictions ratées, de régimes brutaux invoquant son nom et des réinventions infinies du capitalisme, nous ne pouvons toujours pas arrêter de débattre de lui. Les conservateurs le blâment pour tout, du postmodernisme à la mauvaise poésie de campus. Les gauchistes débattent de quelle de ces idées reste salvageable. Même les centristes admettent à contre-cœur qu'il a diagnostiqué des problèmes qu'ils essaient toujours de résoudre avec des ajustements politiques. Le théoricien qui voulait changer le monde est plutôt devenu un miroir, reflétant les peurs ou les espoirs que nous lui apportons. À la fin, la contribution la plus durable de Marx pourrait être les questions qu'il a laissées sans réponse. Comment construire une économie juste sans créer de nouvelles oppressions? La technologie peut-elle libérer les travailleurs au lieu de les surveiller? La dignité collective est-elle possible sans écraser la liberté individuelle? Ce ne sont pas que des énigmes théoriques, ce sont les fils sous tension qui traversent chaque mouvement de protestation, débat politique et argument de dortoir tard dans la nuit. Aujourd'hui, le vieux révolutionnaire n'avait peut-être pas les solutions, mais il a cadré les problèmes avec une clarté terrifiante. Et à une époque de crise climatique, de contrôle algorithmique et d'inégalités béantes, ces problèmes ne vont pas disparaître de sitôt. Chapitre 15. Marx à l'ère des seigneurs algorithmiques. Si le vieux révolutionnaire devait se matérialiser dans notre monde aujourd'hui, peut-être invoqué par la frustration collective des travailleurs de la gig economy ou la lueur étrange des fermes de minage de crypto-monnaies, il trouverait à la fois ses prédictions les plus folles et ses pires cauchemars se réaliser à parts égales. Le XXIe siècle est devenu une version miroir déformant de ces prophéties. Des milliardaires se lançant dans l'espace pendant que leurs travailleurs luttent pour s'acheter de l'insuline.
l'intelligence artificielle menaçant de rendre le travail humain obsolète, et le changement climatique prouvant que les externalités du capitalisme pourraient bien tous nous tuer. Les contradictions qu'il a identifiées n'ont pas été résolues. Elles ont métastasé en forme plus étrange et plus virulente. Prenez le lieu de travail moderne. Marx a écrit sur l'aliénation dans les usines victoriennes. Mais même lui n'aurait pas pu imaginer le détachement surréaliste du travail numérique d'aujourd'hui. Le chauffeur Uber, noté en dessous de 4,8 étoiles. Le modérateur de contenu traumatisé par le filtrage de vidéos de décapitation pour un salaire minimum. Le travailleur d'entrepôt Amazon, chronométré pendant les pauses toilettes par des algorithmes qui n'ont pas besoin de sommeil ni de soins de santé. L'exploitation est devenue si abstraite que les travailleurs ne voient souvent jamais leurs véritables employeurs. Juste des applications, des métriques et la notification passive-agressive occasionnelle du néant. L'usine est dans votre poche. Le contremaître est une IA. Et le prolétariat a été rebaptisé entrepreneur indépendant. Puis il y a le spectacle de la consommation moderne qui ferait tourner la tête de Marx. Les mêmes travailleurs pressés par le capitalisme tardif se noient dans ces conforts bon marché. Contenus en streaming infini pour engourdir le stress de l'emploi précaire. La fast fashion pour masquer les salaires stagnants. Des challenges viraux pour distraire de l'érosion des droits du travail. L'aliénation a été marchandisée et revendue comme self-care. Même les impulsions révolutionnaires sont reconditionnées. Le slogan « Combat le système » imprimé sur des t-shirts fabriqués en sweatshop. Le manifeste anticapitaliste disponible en livraison Prime le lendemain. Le changement climatique présente la confirmation la plus brutale de la prévoyance écologique de Marx. Son concept de rupture métabolique, la tendance du capitalisme à rompre la relation de l'humanité avec la nature, se lit comme un plan pour notre crise actuelle. Le même système qui traite les travailleurs comme jetables, traite aussi la planète comme une ressource infinie et une décharge sans fond. L'ironie, ceux qui ressentent les conséquences en premier et le plus durement sont les communautés de la classe ouvrière que Marx a défendues, pendant que la classe milliardaire construit des bunkers d'apocalypse en Nouvelle-Zélande. Pourtant, pour toute cette confirmation sombre de ces théories, notre monde déconcerterait Marx de manière cruciale. La classe ouvrière s'est fracturée en un kaléidoscope d'identité et d'intérêts. Les usines traditionnelles ont cédé la place au travail basé sur des applications, rendant l'action collective plus difficile à organiser. Le concept même de travail se brouille. Un créateur TikTok est-il un travailleur ou un micro-entrepreneur? Un programmeur entraînant des modèles d'IA est-il un prolétaire ou une partie de la machine? Peut-être plus surprenant, Marx serait étonné par la victoire culturelle du capitalisme. Son hypothèse que l'émisération mènerait inévitablement à la révolution n'a pas pris en compte comment le mécontentement pouvait être si efficacement canalisé dans le consumérisme et les guerres culturelles. Les mêmes algorithmes qui exploitent les travailleurs les nourrissent aussi de distractions personnalisées. La colère qui aurait pu alimenter la conscience de classe est déviée en match de cris partisans. Le système a appris à nous vendre la corde comme un accessoire de design en édition limitée. Et pourtant, dans les fissures de ce système, le fantôme de Marx continue de s'agiter. Les efforts de syndicalisation chez Starbucks et Amazon. Les organisations de locataires combattant les hausses de loyers algorithmiques. Le mouvement croissant pour une semaine de 4 jours. Ce ne sont pas des révolutions à part entière,
mais il prouve que les tensions sous-jacentes qu'il a identifiées n'ont pas disparu. Elles se sont juste déguisées. La dernière surprise du vieil homme pourrait être celle-ci. Les applications les plus radicales de ces idées ne viennent pas de révolutionnaires politiques, mais de scientifiques et de philosophes. Des écologues utilisant ces théories pour modéliser des économies durables. Des technologues explorant des plateformes post-capitalistes basées sur la coopération plutôt que l'extraction. Des économistes féministes élargissant son analyse pour inclure le travail de soins non payé. Après des siècles d'être revendiqués et déformés par des mouvements politiques, le plus grand héritage de Marx pourrait être comme outil pour diagnostiquer notre présent et imaginer des futurs au-delà des limites de notre système actuel. Alors que nous affrontons la catastrophe climatique, la disruption IA et l'inégalité en spirale, la question fondamentale de Marx reste aussi urgente que jamais. Qui bénéficie de ce système et qui en paie le prix? Les réponses continuent de changer. La question ne partira pas. Guevin, épilogue. Le spectre qui marche toujours, et voilà l'histoire de Karl Marx. L'homme qui a vu les rouages du capitalisme broyer les travailleurs en poussière et a passé sa vie à essayer de les arrêter. Avant de vous laisser dériver vers le sommeil, retraçons son extraordinaire voyage à travers le brouillard de l'histoire. Nous avons commencé à trier, où un garçon agité avec un esprit de philosophe a grandi entre les idéaux des Lumières et l'oppression prussienne. Ce jeune Marx, brillant, argumentatif et allergique à l'autorité, deviendrait le révolutionnaire qui a fui à travers l'Europe. Des journaux censurés de Cologne au café parisien, bourdonnant de rêves radicaux. Puis vint Engels, le fils de capitaliste qui a financé la Révolution, apportant des récits de première main des horreurs d'usines qui alimenteraient la plus grande œuvre de Marx. Ensemble, ils ont rédigé le manifeste communiste dans un élan d'inspiration. Ces lignes célèbres: prolétaires de tous les pays, unissez-vous, résonnant bien au-delà de leur exil londonien humide. Ah, Londres! Le British Museum est devenu la seconde maison de Marx alors qu'il écrivait Le Capital. Ce chef-d'œuvre monstrueux disséquant l'abîme caché du capitalisme. Imaginez-le là-bas, taché d'encre, couvert de furoncles et entièrement consumé par la question: et si le travail n'avait pas à briser les gens? L'effondrement sanglant de la Commune de Paris a brisé son cœur. Les querelles intestines de la Première Internationale l'ont épuisé. Et à travers tout cela, des tragédies personnelles se sont empilées. Des enfants morts, une femme mourante et sa propre santé défaillante. Pourtant, même dans ces dernières années, Marx a continué de réviser, de repenser et de rager contre un système qu'il voyait comme fondamentalement injuste. Après sa mort, l'histoire a pris ses idées et couru avec elles de manière folle. Lénine les a brandies en Russie. La guerre froide les a tordues en propagande. Aujourd'hui, son fantôme persiste dans les batailles syndicales, la crise climatique et la fureur tranquille des travailleurs de la gig fixant leur note Uber à 2 heures du matin. Alors, pourquoi Marx compte-t-il ce soir? Parce que vous vous endormiez après un double quart, ou que vous vous demandiez simplement pourquoi le loyer avale votre salaire entier, sa question centrale demeure: qui bénéficie de ce système et qui en paie le prix? Les réponses continuent de se déployer. Maintenant, alors que la bougie de l'histoire vacille faiblement, laissons Marx où nous l'avons trouvé. Dans ce coin tranquille du British Museum, griffonnant furieusement, chassant un monde plus juste une page à la fois. Le reste, cher auditeur, dépend de nous. Si ces voyages dans l'histoire vous aident à vous détendre,
faites-nous une gentillesse. Appuyez sur ce bouton « J'aime », murmurez « S'abonner » et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui reste avec vous de l'histoire de Marx et qui devrions-nous explorer ensuite? Maintenant, fermez les yeux, laissez ces idées dériver et nous nous retrouverons bientôt pour une autre histoire. Dormez bien.